Nous avons organisé le samedi 16 mars 2024 au Ciné-Théâtre Le Rex de Valréas dans le Vaucluse une journée festival autour de notre film Tous résistants dans l'âme. Le programme de cette merveilleuse journée qui s'est tenue de 9h à 19h fut un cycle de 4 tables rondes avec 4 intervenants du film en interaction avec le public et animés par moi-même, Stéphane Chatry et Louis Fouché. Après le discours d'inauguration, nous avons eu une première table ronde sur le thème de l'autonomie alimentaire avec l'ethnobotaniste, écrivain, éditeur, paysan et j'en passe, Bernard Bertrand. La seconde fut sur le thème du low-tech avec le célèbre inventeur et youtubeur Barnabé Chaillot. La troisième fut sur le thème de la médecine conventionnelle avec le célèbre professeur Christian Perron. Puis la quatrième et dernière table ronde sur le thème de la santé intégrative avec Fabien Moine, hygiéniste, auteur, éditeur, vidéaste et distributeur de notre film. Nous avons clôturé cette merveilleuse journée en musique avec un formidable concert avec Ingrid Courrèges, accompagné de 2 des artistes du film, Eric Scarbarou et Wilfried Barbeco. Nous sommes très heureux de vous partager cette merveilleuse journée sur Ethic TV en 5 épisodes. Une première vidéo avec le discours inaugural, suivi des 4 vidéos des tables rondes. Merci encore du fond du cœur pour vos innombrables encouragements et votre précieux soutien. Quelle richesse de contenu! Et bien maintenant, on va retrouver les 2 intervenants de cette scène qui vont pouvoir nous faire voyager, continuer cette discussion. Hop. Tac. Tac. Voilà. Messieurs, à vous la parole. On vous laisse... Messieurs, à vous la parole. J'attends vos questions. Écoute, Louis, donc le sujet de la table ronde là, c'est parler de l'autonomie alimentaire. Donc vous avez compris que quand même, Bernard maîtrise le sujet. C'est vraiment une vie entière sur ça. Donc je te laisse, Louis, nous embarquer dans la continuité de cette scène. Et voilà. Ok. On va y arriver, c'est juste... J'enlève mon parachute et j'arrive. Dans la scène, il y a tellement de choses qui sont à aborder grâce à Bernard que même en la regardant, moi, ça me redonne de l'énergie, ça me redonne de l'admiration aussi, et à quel point c'était une chance de pouvoir passer et puis chez Bernard dans sa ferme, parce que ça traite vraiment de tous les sujets qui sont importants. Et voilà, juste, j'en profite là, tant que j'ai le micro, je reconnais plein de visages, donc ça me fait plaisir de vous voir. Et je reconnais plein d'histoires aussi, voilà, de gens qui ont fait des oliviers, de gens qui ont fait un gîte, de gens qui ont divorcé, de gens qui ont... Voilà, toutes ces histoires humaines. Mais voilà, ça fait aussi partie de tout ce qui s'est passé, de gens qui ont été malades, qui ont guéri, de gens qui... Voilà, et je trouve ça assez touchant de vous voir là. Et au fond, pour moi, c'est le principal enjeu de cette journée, c'est qu'on soit ensemble et de se remonter les batteries d'énergie par le fait de se retrouver ensemble. Et c'est un des mystères que j'ai découvert ces dernières années, c'est à quel point les humains, dès qu'ils se mettent ensemble pour faire quelque chose, et qu'ils célèbrent le beau, le juste, le vrai, la liberté, l'autonomie, ça marche, quoi. Nous sommes extrêmement puissants. Et ça, c'est très, très étonnant. Parce qu'effectivement, les multinationales du médicament, comme toutes les autres, finalement, cherchent à nous maintenir dans une impuissance systématique, dans une hétéronomie, et s'emparent pour ça de tous nos outils. Finalement, nous ne dominons plus nos outils. Ils sont des outils d'asservissement. Ils ne sont plus des communs, ils sont plus conviviaux. Un penseur qui s'appelle Ivan Illich, qui a parlé de la convivialité, il a dit, mais l'outil, il est là au milieu de la table, je pose un marteau, soit je le prends et je vous casse la tête et je prends votre portefeuille, bon, ça, ouais, ok. Soit je le pose et on dit, on construit une maison ensemble, on fait quelque chose ensemble, vraiment. Et tous les outils sont comme ça. Qu'il soit un système scolaire, qu'il soit un système sanitaire, un système sanitaire, c'est jamais qu'un gros marteau, quoi. Compliqué. Et un système agroalimentaire, c'est un très très gros marteau, très 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 compliqué. Et est-ce qu'il est là pour faire de nous des esclaves
et nous taper sur la tête, nous piquer notre pognon, nous rendre malades, ou est-ce qu'au contraire, il est à nous et on construit quelque chose ensemble? Et pour moi, c'est vraiment toute la question autour de l'autonomie, parce que j'ai pu voir ces gros outils institutionnels qu'on a à disposition, le système sanitaire, le système médiatique, le système politique, le système monétaire y compris, devenir des outils d'asservissement dans les mains de quelques personnes. Vous savez, aujourd'hui, il y a 8 personnes qui possèdent la moitié de l'humanité. Et sur la question agroalimentaire, on est en plein dedans. J'arrivais ici pour venir, je voyais quelques panneaux retournés, et je repensais aux paysans, aux agriculteurs. Comment on les appelle maintenant? Aux exploitants agricoles? Et à ce livre que j'avais lu, qui était Reprendre la terre aux machines, de l'atelier paysan, que je vous invite à lire, qui est vraiment toute une réflexion sur la question de qu'est-ce que c'est que la paysannerie et qu'est-ce que c'est que l'agriculteur aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est peut-être ma question. Est-ce que tu penses qu'on peut revenir à une agriculture paysanne, à une paysannerie, ou est-ce qu'on est condamné à avoir des champs comme dans Interstellar? Alors, non seulement je le pense, oui, j'en suis vraiment convaincu. C'est clair qu'il faut redonner sa place à la petite agriculture, à la petite paysannerie. Moi, je l'ai vécu, hein, donc avec quelques hectares, quelques animaux, en faisant de la vente directe, en court-circuitant justement tous ces circuits commerciaux classiques, quoi, qui ne font que présurer l'agriculteur, l'exploitant agricole, alors que si, en faisant de la vente directe sur les marchés, on pouvait très bien s'en sortir, comme je le dis dans le film, avec 3 vaches, j'avais le même revenu que mon père avec 30, et beaucoup moins de pression, beaucoup moins de boulot, parce que je vendais sur le marché à côté de chez moi. Pas de tracteur, j'ai toujours travaillé en traction animale, donc pas d'énergie fossile, pas d'engrais, pas de tous les produits de traitement de l'agriculteur sont effectivement issus des produits pétroliers. Donc voilà, entre la force des bras, qui est une force gratuite, qui ne consomme pas d'énergie fossile, et une petite dimension m'a permis effectivement de bien vivre cette période-là, et ensuite de transmettre tout ce vécu par le biais des livres. Parce que c'est vrai que l'agriculture mène à tout, la paysannerie mène à tout, à condition d'en sortir. J'ai vécu les deux. Dans le film, vous entendez l'idée que Bernard maintient la fertilité d'une zone en pente, et y compris en haut de la pente. Ça paraît un peu étrange. Normalement, que ce soit l'érosion, la pluie, les années qui passent finissent par à ce qu'il y a en haut, il n'y ait plus rien. Et ça correspond à ce travail humain qui n'est pas un travail artificiel, là, en l'occurrence, mais qui est une vraie œuvre. Oui, moi j'habite en montagne, donc le terrain est très très en pente. Et j'avais constaté, donc je suis arrivé c'était en 77, la propriété était abandonnée depuis plus de 40 ans. Donc quand je suis arrivé dans ma ferme, c'était une forêt. Donc il a fallu tout défricher, tout remettre en culture. Et je me suis rendu compte que les hautes parcelles, très en pente, il y avait la roche-mère. Pourtant, il n'y a jamais eu de tracteur, c'était uniquement des petits paysans qui avaient pratiqué cette érosion, parce que même avec leurs bêtes, ils labouraient, ils retournaient le sol, donc le sol n'étant pas stable, ils descendaient en bas des parcelles. Et donc pour corriger ça, effectivement, j'ai travaillé avec une houe. Je pourrais faire l'éloge de la houe, je pense que c'est un outil pour moi fabuleux, c'est mon principal outil de travail du sol. Et avec, on peut faire vraiment du beau travail, y compris sur des surfaces conséquentes qui permettent de nourrir au moins une famille, voire un petit peu plus pour tirer des revenus. Et donc en recyclant sur place par un simple système de hachage avec ma houe le végétal spontané, en l'enrichissant aussi avec les déchets de cuisine et tout ça, j'ai réussi à recréer jusqu'à 10-15 cm de sol en haut de mes parcelles, sur lequel, quand je suis arrivé, j'avais de la roche-mère. Donc effectivement, et ça va relativement vite. L'agriculture industrielle moderne a tendance à créer des déserts un petit peu partout. Hein, l'agriculteur est quand même l'un de ces rares métiers où il détruit son outil de travail. C'est quand même assez, alors qu'il travaille avec du vivant, c'est quand même assez spectaculaire. Tandis qu'en adoptant d'autres méthodes, d'autres techniques, comme celle de recyclage sur place des végétaux spontanés, plutôt que de les détruire à coups de désherbant, et bien effectivement on se rend compte qu'on peut rentrer dans un système vertueux et le paysan peut réenrichir son sol. Et si toutes les grosses exploitations qu'on a aujourd'hui de plusieurs centaines d'hectares, voire plus, étaient divisées en petites unités agricoles, on retrouverait un tissu, on résoudrait vraiment énormément de problèmes. Les problèmes de biodiversité sont liés aussi
à cette intensification du modèle agricole qui fait qu'aujourd'hui on a détruit tous les arbres, toutes les haies, tout ce qui faisait la vie de nos campagnes a été systématiquement détruit depuis une cinquantaine d'années, voire un petit peu plus, depuis l'après-guerre. Alors on essaie d'aborder cette idée de l'autonomie alimentaire en partant du côté de l'agriculture et de la production finalement alimentaire, pour arriver aussi à la fin à la question individuelle. Qu'est-ce que c'est être autonome au niveau alimentaire? C'est avoir stocké dans votre cave 800 kilos de riz pour la guerre qui arrive. Pas sûr, quoi. Ça, c'est le côté survivaliste. Bon, peut-être qu'il faut un peu stocker quand même, hein. Mais et faire des bocaux, etc. Bref, ça nous fait réfléchir à plein de sujets en même temps. Mais si on reste sur cette question de la production alimentaire, j'entends dans ce que tu dis que l'agriculteur ou le paysan peuvent être des outils de destruction du biotope ou au contraire d'aggradation. Et que c'est quelque chose qui est très réjouissant, c'est que cette idée d'aggradation, d'améliorer la terre, d'augmenter l'humus, en fait est assez rapide, qu'il y a une résilience des écosystèmes dès que l'humain s'arrête en gros de lui faire du mal et en plus devient un intendant bienveillant. Il y a des gens pas très loin de chez vous en Ardèche qui ont travaillé là-dessus, que ce soit Terre et Humanisme ou d'autres, sur la question de comment est-ce qu'on agrade des sols. Et est-ce qu'il faut cultiver, faucher, mettre au sol? Est-ce qu'il faut laisser en jachère? Est-ce qu'il y a finalement plein de façons de faire, et y compris de reprendre de la litière forestière parfois. Le lithofère, je crois ils appellent ça, Terre et Humanisme. C'est de la litière forestière fermentée. Consiste à prendre un petit peu de litière forestière, en gros les feuilles, un peu de sol qu'il y a au fond d'une forêt, mais pas du tout beaucoup, et puis de le mettre sur un sol et de laisser faire les mycorhizes, de laisser faire la vie qui va réensemencer autour le désert qui était en place. Donc on manque pas de technique en vrai, il n'y a rien à inventer. C'est pas nouveau tout ça. Oui, tout à fait. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a vraiment toutes les solutions aux problèmes qu'on a créés. On a toutes les connaissances aujourd'hui pour régler tous ces problèmes-là, et on ne les met pas en application, pour des raisons effectivement politiques et de choix économiques qui vont toujours dans le même sens de celui du profit. Et ça, c'est vrai que c'est très perturbant, quoi. Sachant qu'il suffirait qu'on emploie les bonnes recettes pour solutionner tous ces problèmes-là, et qu'on ne le fait pas, c'est très perturbant. Je reviens de Malte. Malte est un étrange endroit, je vous assure. Très très étrange. Où le monde anglo-saxon a tout détruit, culturellement, etc. Et à Malte arrivent des bateaux entiers qui livrent de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc tout le monde boit de l'eau dans des bouteilles. Puis à Malte, il y a des immeubles qui poussent, de l'optimisation fiscale, des banques frauduleuses, etc. D'accord, il y a tout ça. Et puis il y a des parcelles de terrain avec des sortes de restanques qui sont faites avec des murets en pierre sèche, très méditerranéens, vous savez, la pierre blanche, quoi, hein, comme à Marseille, comme de l'autre côté de la Méditerranée, voilà, ça se ressemble, hein, la Méditerranée tout autour. Et entre, il y a du blé qui est déjà vert là, il est déjà vert. Et je me dis, mais à quoi ça sert ce blé, quoi? Il n'y a pas de paysans, il y a des businessmen là. Ça sert à obtenir des subventions européennes. Ah d'accord. Donc là, il y a un problème dans la finalité de ce qu'on fait. Ça va être vrai au niveau agroalimentaire, mais ça va être vrai au niveau d'un festival, ça va être vrai au niveau d'un film, ça va être vrai au niveau d'une œuvre d'art, de quoi que ce soit qu'on fasse. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention que vous posez sur ce que vous êtes en train de faire? C'est faire du pognon, c'est avoir du pouvoir, c'est être connu, c'est obtenir de l'amour. C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Ayez de la clarté sur l'intention que vous mettez. Et l'intention du système agroalimentaire, si c'est de faire du pognon, c'est contradictoire avec le fait que ce soit vivant. Parce que le pognon, c'est de la vie qui est morte, c'est de l'énergie qui est morte, qui est tokenisée sous la forme d'un jeton, sous la forme d'un bit ou d'un octet, quelque part. Et donc, c'est pas de la vie. Or, les systèmes agricoles sont vivants, il faut qu'ils soient vivants pour qu'ils soient pérennes. Oui, ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus, effectivement. C'est l'une des principales causes de dégradation de notre écosystème, l'agriculture. Et on le voit non seulement chez nous, hein, mais notre modèle agricole fait qu'on est en train de détruire toute la planète, parce que c'est le Brésil, c'est la forêt amazonienne qui est détruite
pour produire du soja ou d'autres productions industrielles. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Il faudrait en sortir le plus vite possible. Alors tu nous remontes le moral. Oui, dans la mesure où effectivement, de par l'exemple et de par tous ces... C'est énorme le nombre de jeunes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, qui veulent revivre, retourner à la terre et se remettre à exploiter la terre noblement, quoi. Vivre avec elle plutôt que de l'exploiter. Ouais, on l'a vu dans tout le film, finalement, on rencontre des gens jeunes ou moins jeunes qui ont fait ça. Quand j'ai démarré dans mon village, on était les seuls jeunes exploitants agricoles. Et aujourd'hui, il y en a peut-être une dizaine. Et je vois arriver tous les ans, autour de chez moi, des couples de jeunes qui veulent s'installer pour faire qui du maraîchage, qui un petit élevage de chèvres ou des produits fermiers et qui veulent vivre de leur travail. Et ça marche et ils réussissent. Alors ça, c'est une piste d'espoir. Et tout de suite, il y a des questions qui se posent. C'est d'accord, mais l'accès au foncier. Ok. Parce que l'accès au foncier, ça reste un problème majeur. Vous savez qu'aujourd'hui, acheter des terres agricoles, c'est juste impossible. C'est impossible. Enfin, en tout cas, acheter, c'est compliqué. Et que les exploitations sont remembrées, maintenant font des quantités d'hectares importantes. Si vous allez en Beauce, hein, vous avez peut-être des 400, 500 hectares de monoculture, quoi, avec des canons à eau, quoi, des espèces d'énormes moissonneuses batteuses qui font presque la largeur du cinéma là, et vous êtes dans Interstellar, quoi, vraiment, et des éoliennes qui tournent, hein. Des éoliennes. Quand même, faut être éco-friendly, quoi, hein. Faut préserver l'environnement, quoi. Et donc on fait tourner des éoliennes, et il y a des tas de phosphates, quoi, pour refertiliser en le faisant venir d'ailleurs, quoi. C'est juste complètement flippant. Et de l'autre côté, vous avez au contraire, dès que vous passez dans des endroits où il y a des petits bocages, des petits terroirs qui sont maintenus à des tailles humaines, etc., c'est pas du tout la même ambiance. Vous ne ressentez pas la même chose, quoi. Et effectivement, il y a de plus en plus de jeunes. Je peux témoigner, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Opaline et qui a fait une école d'agroécologie voyageuse. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec ses étudiants à aller de ferme en ferme et à aller voir ce qui se passe. J'ai accueilli à la maison et on continue d'accueillir régulièrement des jeunes presque aux pieds nus, quoi, comme des pèlerins qui passent d'écolieu en écolieu, de ferme en ferme, qui apprennent, qui propagent les savoirs et qui irriguent de savoir un peu partout. Tiens, j'ai appris des trucs en permaculture sur tel truc, ça pourrait marcher chez toi ou pas? Et ils essayent. Et ça, c'est très très réjouissant. Mais il y a une vraie question, c'est l'accès au foncier. Et ça, pour moi, nous avons un rôle à jouer. Dans quoi est-ce qu'on veut mettre notre pognon collectivement? Un certain nombre de gens qui ont résisté dans cette crise, en fait, ont un certain âge, ont une certaine épargne parfois, et savent pas quoi en faire. Et là, dans le moment où tout va s'effondrer, et vous avez compris que vous aurez une crypto gérée par la Banque mondiale et que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'en aurez plus. Et ben, peut-être que c'est le moment d'acquérir de la terre. Parce que là, il y a une compétition entre les multinationales et nous. Les multinationales font de l'accaparement des terres, le land grabbing. Je suis abonné à un truc terrible, une newsletter horrible qui s'appelle Grain et qui relate l'accaparement des terres toutes les semaines. Combien de milliers d'hectares, combien de centaines de milliers d'hectares ont été accaparés par Monsanto, par Bayer, par BASF, par Baxter, par la fondation Bill & Melinda Gates, ou je sais pas quoi. C'est juste, je me suis désabonné. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres endroits où cultiver. Et c'est peut-être en train d'arriver aussi, à ton sens. Est-ce qu'il faut aggrader des exploitations qui ont été très abîmées ou il faut trouver de nouveaux endroits où cultiver? Trouver de nouveaux endroits, ça serait, je pense que ce serait dangereux. Ce seraient des endroits qui ont échappé à ce système-là. Donc je pense que ces endroits-là, il faut les laisser vivre leur vie. Par contre, réagrader la Beauce, c'est tout à fait possible si on change de modèle. Ça fait ça fait au moins 100 ou 200 ans effectivement que la Beauce est devenue un vrai désert céréalier. On pourrait, en divisant cet espace en petites propriétés, on pourrait le réagrader très rapidement en recréant du bocage. L'arbre a une place prédominante, super importante dans tout écosystème. Il faut replanter, reboiser, redonner beaucoup de place à l'arbre. Le bocage qu'on connaissait dans nos contrées, en Europe occidentale, c'était la permaculture d'hier. Et ça, c'était un système hyper résilient, hyper costaud.
Il n'y avait pas aucun risque de changement climatique avec ces systèmes-là, et c'est très facile à remettre en place. Alors il faut du temps pour que les arbres poussent, mais malgré tout, on se rend compte que ça va relativement vite. Si on laisse faire la nature, ça va aller vite, et si on l'aide un petit peu, qu'on l'oriente, ça ira encore plus vite. En 10, 15, 20 ans maximum, on peut recréer complètement des sols, et que ces sols soient fertiles et autonomes. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de balancer dessus de la chimie pour produire. Ça, on est sûr de ça. Ça marche. 15-20 ans, ça veut dire qu'on pourrait le voir, nous, si on s'y met. On pourrait être encore en vie quand ça arrive. C'est beau quand même, parce que des fois on se dit bon, ce sera peut-être pour ceux d'après, mais nous c'est foutu. On avait eu ça comme ça dans les gens qui regardaient le film. Il y a une vieille dame, une dame d'un certain âge, on va dire, qui dit oui, moi j'ai 85 ans, c'est sympa votre film, là, je veux bien de votre monde que vous proposez, mais il faudrait vous bouger les fesses parce que je risque de mourir avant. Et en fait, je crois qu'on va devoir se bouger les fesses. C'est un peu le fond du problème. Et derrière cette idée de la terre et du foncier, pour moi, il y a une question qui date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est est-ce que les gens qui vivent sur une terre sont ceux qui la font vivre et qui en vivent, ou est-ce que c'est des gens dans des banques à l'autre bout du monde qui asservissent des personnes localement? On a eu ce problème pour tous les peuples nomades qui ont été asservis par la colonisation, qui en est venu prendre un endroit où il y avait du pétrole, un endroit où il y avait je sais pas quoi, etc. Et en fait, cette question de la terre, du terroir, elle est centrale, quoi. Et elle revient sans cesse. Et c'était le problème de Gandhi, c'était de foutre dehors les Anglais. Dire, vous n'avez rien à foutre chez moi. Vous n'avez pas à décider si je prends du sel ou si j'en prends pas. C'est l'histoire de la marche du sel. Et quelque part, c'est un peu essayer de retrouver sa propre maison, quoi. C'est la même histoire qu'Ulysse qui revient à Ithaque après l'Odyssée, qui dit bon, bah, en fait, il y a des prétendants qui sont assis sur mon trône, qui sont là et qui veulent même coucher avec ma femme. Mais quand est-ce que je les fous dehors, quoi? Et ça nécessite du courage et de se bouger et de réfléchir à comment on peut faire. Comment est-ce qu'on fout dehors les multinationales? Vous avez entendu parler de cette problématique en Ukraine, du fait que les terres qui sont des terres noires extrêmement fertiles, en gros aujourd'hui peuvent être achetées par n'importe qui, sauf par des Russes. Vous pourriez investir dans la terre ukrainienne, hein, peut-être, ça serait peut-être un bon choix. Mais le corollaire, c'est que tout le monde peut acheter probablement les terres en France aussi maintenant, progressivement. Et ça, cette espèce de globalisation-là, de la possession et de l'asservissement, à mon avis, c'est une impasse, quoi. Il y a besoin de revivre là où on vit. Donc j'entends beaucoup de gens qui disent dans cette période terrible, il faudrait s'enfuir. Ah bon, hein, mais pour aller où? En Russie? On va pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être en Crimée, il fait beau, quoi. Moi, à Marseille, il y a un effet de cliquet, quoi. Et ici aussi, hein, on peut pas remonter trop nord, quoi. Il fait un temps de merde. Et désolé pour les Lillois qui nous ont rejoints, hein. Ou les Parisiens. Mais vous pouvez pas fuir. Il faut pas fuir. Le combat, il est là. Et c'est un combat non violent, hein, mais c'est un combat déterminé, quoi. Et une partie passe par la reconquête des terres, je pense. Oui, c'est évident. On va nous parler peut-être sur l'autonomie alimentaire. Il y a toutes les techniques de conservation qui posent question à beaucoup de gens. Parce que comment faire sans frigo? Alors, par rapport à ça, il y a une solution relativement simple, c'est de faire beaucoup plus appel justement aux plantes sauvages qui poussent sur notre territoire. Autrefois, comment les gens faisaient pour avoir de la nourriture en abondance tout le temps, ils cultivaient une partie effectivement, mais il y avait toujours des périodes, là c'est l'époque en ce moment, le printemps, où on n'a plus de légumes et les réserves sont finies. Les silos de carottes, de racines sont épuisés. Donc les gens se rabattaient entre guillemets sur les plantes sauvages. Ils mangeaient des orties, ils mangeaient du pissenlit, ils mangeaient de la bourrache, ils mangeaient tout un tas de plantes comme ça. Et ils arrivaient à passer la mauvaise saison jusqu'à ce que les nouveaux légumes d'été apparaissent. Donc le jardin, c'est un très bon laboratoire, ça aussi, pour voir comment on pourrait, à plus grande échelle, voir les choses et évoluer et faire en sorte que on puisse se passer de certains modes de conservation.
Cela dit, moi j'ai quand même un congélateur. Je mange beaucoup de plantes sauvages, mais c'est vrai que quand on a des surproductions, c'est bien de pouvoir les stocker. Si on ne les vend pas, c'est bien de pouvoir les stocker. Mais on peut limiter en tout cas le recours à ces modes de conservation. Ouais, alors donc on a abordé un champ un peu systémique, maintenant on aborde un champ plus micro quoi, et personnel, et qui est aussi d'aller vers un empowerment, c'est-à-dire moi qu'est-ce que je peux faire, parce que face à l'accaparement des terres de Monsanto, je me sens complètement démuni. Et puis bon, bah, peut-être faire une foncière collective à cette échelle-là. Déjà le nombre qu'on est, on pourrait faire énormément de choses. Puis après, à mon échelle individuelle ou familiale, comment je peux regagner en autonomie et ces niveaux imbriqués depuis mon échelle personnelle jusqu'à une échelle systémique. Comment j'arrive à essayer d'être en cohérence à chaque fois, à faire des choses où je m'enferme pas tout seul, je suis ouvert, dans un système ouvert. Et là, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, les rythmes de la nature sont déjà nous aident à savoir quelles seraient les choses adaptées à manger. La fin de l'hiver, on a moins de stock. C'est le moment où traditionnellement on fait les jeûnes. Il y a le carême. Et pour moi, un des premiers éléments de l'autonomie alimentaire, c'est de savoir jeûner. Savoir rien bouffer. Parce qu'une fois que vous savez jeûner pendant une semaine, ben vous êtes invincible, quoi. On ne peut pas vous faire le chantage de demain c'est la guerre et tout le monde se précipite pour aller chercher du PQ ou de la bouffe, quoi. Non, ok, moi je tiens le coup. Retourner les coins de pelouse et les transformer en potager. C'est un geste tout simple, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pelouse devant les maisons que de potagers. Quand j'étais gamin, c'était l'inverse. Retrouver ce plaisir de mettre les mains dans la terre, c'est extrêmement important. Et effectivement, il y a de moins en moins de gens qui veulent toucher la terre comme si c'était sale. C'est pas du tout vrai, c'est vital. On est les pieds sur terre et les mains dans la terre et on a besoin d'elle pour exister. Donc déjà, il y a plein de petites actions comme ça qu'on peut faire individuellement et qui, une fois mises en réseau, ben voilà, ça fait de belles énergies comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment encourageant. Parfait. Merci. On a fini. Alors vous n'êtes pas encore autonome au niveau alimentaire. Hein, mais Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir faire des questions-réponses avec le public. On a une trentaine de minutes. On va vous faire circuler des micros dans la salle. Alors, on n'a pas pensé à qui pourrait faire circuler des micros dans la salle. Ouais. Il faudrait une personne en haut aussi. 3 micros suffiront. 3, voilà. Tiens, 2 là et puis 1 en haut. Super. Donc, on essaye de faire des questions courtes. Des réponses courtes aussi, histoire de faire circuler, d'avoir un maximum de questions. Donc, à vous la parole. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les micros ne sont pas branchés là. Si, c'est bon. C'est bon? Elle est bien, ça fonctionne. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, c'était vraiment super intéressant. Je voulais rebondir sur la dernière proposition, le fait de se réapproprier nos petites parcelles de terrain pour cultiver. Je sais que là je suis chez mes parents et mon père il a un potager et avec les températures qui montent d'année après année, là c'était très difficile d'assurer l'eau et d'avoir assez d'humidité. Et du coup en fait je pense que ça manque aussi de connaissances et de techniques parce que je pense qu'il y a du potentiel dans ce petit potager, mais du coup, en fait, à chaque fois, il fait un coup de motoculteur chaque année parce que c'est un petit peu l'habitude de faire comme ça. Mais je pense que ça détruit aussi le sol. Et voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je peux lui conseiller, qu'est-ce qu'on peut regarder comme ressources pour avoir des choses qui permettent de le faire revivre à petit potager. Je sais pas si vous avez des conseils à me proposer par rapport à ça. Je comprends que votre question, c'est finalement à partir d'une terre qui a été un peu abîmée, comment est-ce qu'on redémarre et comment est-ce que c'est ça et qu'on arrive à remettre de la fertilité et de l'autonomie à cet endroit-là sans avoir besoin d'acheter des quantités de choses Alors, oui, en la revégétalisant tout simplement. Alors, si c'est un petit peu long des fois le retour des plantes sauvages, des adventices, vous pouvez faire un système d'engrais verts. Ce qui est extrêmement important, c'est de laisser le système racinaire en place lorsque vous détruisez ce couvert végétal ou lorsque vous le réduisez pour implanter vos cultures.
Et je parlais de la houe tout à l'heure, par exemple, dans des petits jardins, un hachage des végétaux spontanés ou d'engrais verts que vous avez semés doit se faire sans éliminer sans enlever le végétal du sol. Il faut vraiment que le sol soit une composante avec le végétal. Ça fait un tout qui, lui, va redonner de la fertilité. C'est la base de la fertilité. C'est de la matière organique qui va se décomposer et qui va nourrir le sol. Mon jardin expérimental, celui qui est le plus en pente, sur lequel je n'utilise aucune fumure animale, il est autonome et productif uniquement en recyclant les matières végétales qu'il produit lui-même. Et en une dizaine d'années, j'ai recréé un sol très riche et très 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 fertile. J'ai pas de soucis. Et d'année en année, ça va de mieux en mieux. C'est fabuleux. C'est plein d'espoir. Ouais, merci. Il y a beaucoup de ressources sur le sujet. Ça va être avec Terre et Humanisme dont j'ai parlé. Ça va être Valo Dantine qui est là-bas, qui parle du lithophère. Ça va être Claude Elia Bourguignon sur jardiner sur un sol vivant. Ça va être l'utilisation du BRF. Ça va être plein de choses, les engrais verts, le fauchage, etc. Mais il y a cette idée que effectivement, ce qui se passe sous le sol, donc les réseaux de mycorhizes, toute la capacité à capter de l'humidité, etc., et à la garder, sont des choses que vous ne verrez pas, que vous ne pouvez pas travailler. Vous devez laisser travailler les végétaux et le créer progressivement, quoi. Oui, tout à fait. Rien que pour l'humidité, par exemple. On dit toujours, notre sale habitude de mettre les sols à nu. Mettre les sols à nu, c'est créer effectivement une évaporation extraordinaire, et c'est l'opposé. En mettant les sols à nu, on favorise le dessèchement des sols. Si le sol est recouvert de végétation, les plantes ont besoin d'eau, certes, mais elles vont entretenir l'humidité, elles vont maintenir le taux d'humidité du sol de manière spectaculaire, beaucoup plus importante. C'est multiplié par 10, 20, 30 par rapport à un sol mis à nu. Donc avoir des légumes sur un sol nu, c'est très très difficile. S'il y a une période de sécheresse, si vous ne pouvez pas arroser, c'est foutu, c'est la catastrophe. Si vous avez un sol végétalisé, les légumes qui poussent au travers, vous verrez que vos cultures vont résister beaucoup plus longtemps aux sécheresses les plus violentes. Alors bien sûr, s'il fait sec pendant 6 mois, on finit par avoir moi, j'observe des résultats malgré tout, malgré des longues sécheresses. J'observe des résultats qui sont vraiment surprenants. La nature nous surprend. Si on lui fait confiance, la nature nous surprend. Juste un dernier mot. Oui. Damien, dans le film, Damien Decars dit que tout le monde lui a déconseillé de faire du potager, etc., des paniers sur la terre où il était, avant, hein, pas là où on le voit, mais là où il était avant, et qu'il l'a fait quand même. Et moi, j'ai vu des gens réussir à faire des potagers à partir de parkings. Donc ça veut dire qu'il y a une extraordinaire résilience en vrai des systèmes dès qu'on remet de la vie. Alors ouais, il y a un savoir-faire, il y a des choses à aller glaner, et ces savoir-faire, ils existent. Ils sont là en plus. C'est-à-dire que même le monstre YouTube nous le donne, le mutualise. Et donc il y a vraiment, voilà. Et ça, c'est vraiment des prétextes à aller travailler ensemble et à se réconcilier. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de vaccin là, ok ? Parce que votre beau-frère vous a vu venir à 300 mètres et fait oh putain, elle va quand même parler des vaccins, quoi. C'est bon, laisse tomber. Non, je viens pour essayer d'aggrader la terre. De quoi ? Pardon. Ça te dirait de faire un atelier un samedi après-midi, là on se met ensemble et puis on joue, on regarde, quoi. Et que ce soit un jeu. Parce que c'est un jeu. Il y a un côté très enfantin à aller retravailler la terre. Et pour moi, ça c'est vraiment cette émotion-là qu'il faut retrouver, avec l'idée que toutes les recettes qu'on trouvera ci ou là, etc., ce ne sera pas celle-là pour ici, parce que ici, il n'y aura que moi, ce que je ferai, qui sera juste. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup. On passe à une seconde question. Oui, on a une dame ici derrière. Vous écoute. Et par rapport à tous ces savoirs dont parlait Bernard, vous savez que Bernard a créé Terran Édition. Donc vous avez toute une sélection de livres sur l'autonomie qui vous sont proposés à la sortie de la salle et qui répertorient tous ces savoirs naturels. Oui, la question. Et là, ça marche? Ah, ok. Moi, je m'entends pas, en fait. On vous entend pas parler plus On vous fort. voit. Mettez le micro proche de votre Vous bouche. m'entendez, là? Pas très bien, mais vous Non, mangez un allez-y. peu plus le micro comme ça. Comme ça? Oui. Alors, on y va.
Moi, j'ai eu la grande chance de grandir dans Hameau des Cévennes, où j'ai été nourrie aux légumes du jardin, à la viande du cochon qu'on tuait l'hiver et au fromage de chèvre de mes chèvres. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et au zéro déchet, donc c'est possible, je sais que c'est possible, en tout cas je l'ai vécu. Alors je voulais profiter de l'occasion parce qu'on me parlait de l'achat des terres agricoles. Je fais partie depuis un an à peu près d'une association qui s'appelle Lié et Lien au pluriel, Terre de Liens. Et je vous invite toutes et tous à découvrir cette association sur Internet. Vous tapez Terre de Liens, Terre de Liens, oui. Terre de Liens. C'est une association qui rachète les terres agricoles parce qu'on sait que les jeunes agriculteurs, quand ils veulent s'installer, ben, ils ne peuvent pas financièrement. Et Terre de Liens achète les fermes, crée des fermes, alors c'est tout en bio, et achète des fermes et permet à ces jeunes de s'installer dans l'agriculture. Voilà, donc je fais vraiment un coup de pub parce que je trouve que cette association est géniale. Elle a une vingtaine d'années, je crois. Oui. Et voilà, donc Terre de Liens, allez-y. Elle fonctionne par don. Quand on donne une cotisation de 30 €, en réalité, ça ne vous coûte que 10 par le biais des déductions fiscales. Si on donne 100, ben, ça vous coûte 30, etc. etc. Voilà, donc j'encourage vraiment tout le monde à soutenir Terre de Liens parce que c'est une, je crois que c'est une des solutions en tout cas pour l'avenir. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, vous les trouvez partout. Voilà, et tout le monde ne connaît pas, donc j'en parle beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors une autre question juste un mot sur Terre de Liens et sur les foncières agricoles. C'est super, hein, Terre de Liens. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas que toutes ces choses-là deviennent trop grosses. Parce que si elles sont trop grosses et qu'elles concentrent trop d'argent, bah c'est comme d'hab quoi. Ça deviendra des opérateurs monopolistiques du sujet et ils seront réinvestis par des salopards. Parce que dès que vous mettez trop de pognon à un endroit, il y a des salopards qui arrivent. Et donc pour moi, il vaudrait mieux que se multiplient de manière locale des foncières agricoles qui fassent le même travail que Terre de Liens ou ce que dit Damien, ou même un peu différemment et propose aussi une sorte de biodiversité là-dedans quoi. Et donc il y en a d'autres, il n'y a pas que Terre de Liens, il y en a d'autres qui existent et l'invitation c'est d'essayer d'en faire une à votre échelle parce que ça pourrait être vraiment une aventure intéressante. Et c'est ce que dit Damien Decars dans le film, c'est que leur association, la Graine Indocile, ils ne cherchent pas que ça devienne une grosse association, mais plutôt que ça donne envie à d'autres de créer des associations et que ça essaime et qu'on multiplie les petites actions. Très bien, donc une question en haut. Alors bonjour, c'est pas une question mais ça fait suite à ce qui a été dit tout à l'heure. Des petites associations, d'une petite association qui s'appelle Les Passages et qui existe depuis 4 ans. Moi je représente l'association Les Nouveaux Mondes à Cassis qui les a présentés et Les Passages organisent un achat collectif, chacun avec une part. Donc c'est un montage en société anonyme ou en SIC. Et ils achètent comme ça des écolieux. Donc il y a un paysan qui partage avec un sculpteur, etc. Et ils ont créé aussi un fonds de dotation. Donc c'est des petites associations mais qui montent vraiment et qui permettent le rachat des terres et surtout de ne pas perdre les terres une fois que les gens meurent parce qu'ils gardent le projet, etc. Il y a une éthique, ils font banque en blockchain. Et tout ça est assez remarquable. Donc je voulais vous dire, il y a une banque réellement éthique que personne ne connaît, ça s'appelle Bancop. Ce sont des jeunes de Sciences Po qui ont commencé et c'est très éthique. Donc BANCOOP. Après Les Passages, l'association Les Passages qui ont créé un fonds de dotation. Et c'est pas toujours vrai que quand il y a du fric, ça devient, après les escrocs vont venir. En tout cas, là, à une petite échelle, il n'y a personne qui a escroqué jusque-là. Et ça s'appelle PAS-d'union du 6 Passage, Habitat Participatif, et les Nouveaux Mondes, qui quelquefois coordonnent à partir de ces nouvelles donnes, ces données-là. Merci pour votre écoute, c'est juste un partage. Merci beaucoup. Oui, une autre question ? Oui, bonjour et merci à toute l'équipe. Moi, j'aimerais juste partager un témoignage à propos de justement de ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour favoriser des petites exploitations. Donc,
nous, à la maison, on produit beaucoup dans le jardin, mais on complète avec une AMAP. Et il se trouve que le producteur de notre AMAP, il a le pied entre deux mondes. Il est à la fois en production d'AMAP bio et à la fois en céréalier sur une 60aine d'hectares. Et en discutant avec lui, ce qu'il nous dit, c'est que ces 60 hectares de blé ne le font pas vivre. C'est l'AMAP qui les fait vivre. Et il aurait techniquement la possibilité d'étendre ça beaucoup plus. Sa limite, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent à l'AMAP. Et en fait, notre pouvoir, c'est justement de favoriser ce genre de choses. Voilà. Très juste, merci beaucoup. J'ai ici une question cette fois. Là. Oui. C'est une question cette fois. Oui, moi, c'est pas vraiment une Oui, question. bonsoir. Donc, encore une fois, dans toutes ces réunions, je vois à peu près la moyenne d'âge. Et il y a quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est les enfants. Les enfants et nos jeunes, qui sont un peu laissés pour compte. En fait, ce que je souhaite avoir de votre part, c'est quelles sont les pistes éducatives nécessaires pour reprendre l'amour de la terre, de refaire cette connexion au vivant pour nos jeunes et pour nos ados et étudiants. Oui, je pense qu'en France, on a quand même beaucoup de chance parce que moi je connais énormément d'animateurs nature, entre guillemets, au sens large du terme, qui travaillent dans ce sens, qui animent des jardins, qui vont dans les écoles, qui donnent aux enfants le goût justement de travailler la terre, de plonger les mains dans la terre, d'observer les petites bêtes. Je pense qu'en France, on est plutôt bien lotis. Moi, j'ai fait une formation de BTS protection de la nature, GPN. Et mon travail, mon écrit, en particulier le compagnon végétal, mes écrits, les petits bouquins sur les plantes, servent énormément à ces animateurs nature pour faire de l'éducation de l'environnement aux jeunes enfants. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites effectivement les enfants seraient délaissés. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a énormément de gens qui travaillent auprès des enfants, avec et pour les enfants. Enfin, moi, en tout cas, j'en connais plein. Ouais, je voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet. Pour moi, elle soulève la question de la responsabilité de ceux qui racontent des histoires. Aujourd'hui, les histoires dominantes qui sont proposées aux enfants sont délirantes. Proposent qu'avec une armure électronique, etc., on puisse avoir tous les pouvoirs. C'est Iron Man, Spider-Man, si on a été irradié, tout ça. Et donc on a un problème sur les héros. Qui sont les héros qui sont proposés aux enfants? Et il n'y a pas de possibilité mimétique de héros vertueux aujourd'hui, parce que tout simplement on leur en propose très peu. Et donc peut-être un des éléments de cette éducation, c'est de raconter des histoires. Ce qu'on a essayé de faire, de raconter des histoires de héros, hein, pour de bon, et que ça donne envie de ressembler à ça, parce que nous sommes des êtres mimétiques. On ressemble à ce qu'on nous a donné, quoi. On nous donne de la violence, on va rendre de la violence. On nous donne de la laideur, on va rendre de la laideur. On nous donne de la beauté, on va rendre de la beauté. Donc, et on nous donne de l'héroïsme, on va rendre de l'héroïsme. Donc ça, c'est réaccepter notre position de gens plus âgés, vous parliez de la moyenne d'âge, comme étant ceux qui doivent raconter les histoires. Pourquoi est-ce que la plupart des jeunes aujourd'hui ont TikTok ou leur téléphone portable qui leur raconte les histoires toute la journée et qu'on laisse faire? J'étais hier dans le train avec un jeune qui passait sa vie sur TikTok et sur ce truc. Et il n'arrêtait pas, il devait toucher son téléphone toutes les secondes, presque. Et j'essayais de lui parler, j'avais le Lion de Joseph Kessel dans ma main, que je rapportais à mes enfants. Et que moi je lisais, je me souvenais plus, du coup je voulais le relire avant de le donner à mes enfants. Et puis on discute, et il était vraiment sympa en plus. Hein. Il avait peur de tout. Le monde allait lui tomber sur la tête, la guerre thermonucléaire avec Poutine, il n'y aurait plus d'eau demain, etc. Et je lui dis, mais t'as peur alors? Il dit, ouais, je suis terrorisé en fait. Et c'était touchant, il était en 3e. Hein. Il était en 3e et il vivait tout par procuration. Il avait tout fait dans ses simulateurs de vol, dans le simulateur de train, il était capable de tout m'expliquer sur le monde, mais il n'avait jamais rien fait en vrai. Et donc je lui ai donné le Lion de Joseph Kessel. Bravo. Alors, une autre question? Excusez-moi, je voudrais parler de 3 choses. Je vais prendre la parole, c'est pas évident pour moi. Vous êtes où? Pardon. Ah oui.
Donc 3 éléments. Une référence par rapport à l'agriculture. Ernst Götsch et la syntropie. Notez ça, c'est extraordinaire ce qu'a fait ce bonhomme-là. Il a réussi à recréer en 40 ans l'équivalent d'une forêt de 2 siècles au Brésil. Il a mis au point une super méthode. Ernst Götsch, c'est un Suisse, et son thème, enfin son travail s'appelle la syntropie. Et il y a Anaël Terry notamment qui est en vogue en France et qui actualise ses travaux. Première chose, donc là, et qui est top. Deuxième, et je finirai par la question. Deuxième, c'est donc sur ce que je fais. Donc je suis paysan permaculteur et je n'ai pas d'argent spécialement. Je n'ai pas d'héritage malgré le dur labeur de mon père. J'ai été vagabond pendant quelques années. J'ai découvert les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un expert des plantes sauvages comestibles. Et j'ai traîné mes guêtres dans la vieille paysannerie française et j'ai découvert notamment la greffe. Et alors, par rapport au foncier, n'ayant pas les moyens, je me suis dit, tiens, mais on a plein de communs encore, des ruisseaux, on a des parcs, on a des forêts. Et en fait, est-ce qu'on pourrait créer un mouvement de greffeurs et de greffeuses qui utilisent ce qui est déjà présent dans la nature et qui disséminent les graines et qui greffent sur les chemins de randonnée et qui créent comme ça du commun, libre d'accès, et qu'en fait ça nous permette de nous passer des supermarchés et ne pas non plus avoir à acheter. Parce que je considère que la terre étant le bien commun par excellence, pourquoi est-ce qu'il faudrait jouer le jeu de l'achat, sachant que c'est par celui-là qu'on s'est fait avoir. Et donc voilà, ça c'était ma piste de ma petite vision personnelle. Et la troisième question, c'est quelles sont les 8 personnes qui possèdent la moitié de l'humanité? Quelles sont les 8 personnes que tu as dit qui possèdent la moitié de l'humanité? Merci. Louis Fouché déjà. Personne ne peut nous posséder. C'est le principe même de la liberté. Il y a une réflexion fondamentale à avoir sur cette question de la liberté et de l'asservissement et sur la dialectique du maître et de l'esclave. Quoi qu'il se passe, nous sommes libres. Et nous avons toujours des degrés de liberté, et y compris au cœur de la contrainte. Vous constatez chaque jour que des gitans arrivent à survivre dans le monde tel qu'il est structuré aujourd'hui. On peut avoir peur des gitans, on peut penser qu'ils sont dangereux sur certaines choses, ok. Mais ils sont admirables sur cette capacité à survivre entre les failles. Et moi, ça suscite toujours mon étonnement. Comment ils sont capables de survivre comme ça, itinérants, nomades, à l'intérieur d'un système qui n'est pas fait pour ça, quoi. Et il y a plein de questions à se poser sur comment survivre à l'intérieur du système. Et ce que vous proposez m'a fait penser aux incroyables comestibles, les Incredible Edibles en Angleterre, peut-être dont vous aviez entendu parler. C'est cette idée de recoloniser les espaces verts urbains ou périurbains pour aller cultiver des choses à manger, de changer les essences quand elles doivent être changées, pas besoin de couper des arbres pour ça, mais de le faire au fur et à mesure où on met des nouvelles essences d'arbres pour mettre des arbres fruitiers, évidemment. Et pas des arbres juste décoratifs dans les villes, parce que la nature est abondance, elle donne. Vous êtes à la campagne, alors vous savez bien mieux que moi, mais chaque fois qu'un arbre se met à donner des fruits, on se dit mais c'est miraculeux, quoi, c'est incroyable, c'est un cadeau qui est fait, waouh, une récolte incroyable, c'est un don vraiment. Et pour moi, il y a plein de brèches, il y a plein de failles, il y a plein d'endroits où effectivement on peut retrouver des endroits où cultiver, des endroits où remettre des choses à manger, des endroits où exploiter le monde tel qu'il est pour le détourner vers autre chose. Ce que vous citiez aussi, il y a eu un mouvement qui s'appelait les Green Guerrilla Bombs. Ça vous dit quelque chose, non? Donc c'était des bombes de guérilla urbaine vertes. C'était des bombes de graines, quoi. Un peu de terre, d'humus et avec des graines, etc., qu'on balance à certains endroits. Puis il y a eu plein de jeux rigolos comme ça qui consistaient à les remettre dans des boîtes de conserve, accrochées à des gouttières, remettre de la verdure, remettre des choses. Tout un mouvement de végétalisation urbaine. Et ça existe même à Marseille, à Paris, ou des choses comme ça, qui à la fin, effectivement, change les choses. Hein. Je connais une ville juste à côté de Paris qui s'appelle Maison-Alfort. Donc c'est vraiment
au départ, les usines de la Suze, les cycles Lejeune, une espèce de désert industriel dégueulasse avec des quais, avec des prostituées, des toxicos, il y avait des seringues. Et aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de verdure qu'il y a des renards, il y a des belettes, il y a des blaireaux, etc. Parce qu'ils ont tellement mis, et y compris dans l'espace urbain, de verre, qu'au milieu des routes, il y en a. Et nous, on joue à ça avec nos enfants. C'est chaque fois qu'on passe à Marseille, dans la ville, on se dit comment ce serait si on avait envie de changer là. Et on le fait très différemment dans notre tête. On met des armes partout, on enlève le bitume. Et donc peut-être pas tout Marseille au départ, mais c'est peut-être juste un rond-point, quoi. Reprendre le rond-point et aller y mettre un arbre et des choses à manger. Merci. Donc tu n'as pas répondu à la question. À moi. Alors une autre question. Oui, en matière d'autonomie alimentaire, je pense que les gens manquent de formation pour retrouver les plantes sauvages. Et en fait, moi je connais beaucoup, j'en ramasse beaucoup, mais je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui pillaient les ressources parce qu'ils arrachaient au lieu de couper. Et puis en plus de ça, ils ne savent pas reconnaître, ils vont, et même ce que vous disiez tout à l'heure, dans un potager, il faut laisser de la nature vivre, et là ça manque considérablement. Mais vous parliez aussi de survie alimentaire, ça passe par la lactofermentation par exemple, ça c'est pas compliqué à faire, et ça fait partie des choses que les gens ont perdu ce savoir, et je trouve ça très dommage. Merci beaucoup. Peut-être deux mots, Bernard. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent. C'est vrai que le savoir n'est pas perdu. Il s'est un petit peu dilué. Il y a de moins en moins de gens effectivement qui le pratiquent, mais le savoir est toujours là. Et grâce aux livres en particulier, et pourquoi pas avec Internet, on arrive à retrouver toutes ces pratiques-là. Moi, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Mais effectivement, il y a des moyens naturels de conserver les légumes sans avoir recours au congélateur. Je suis d'accord. Je rejoins Bernard, partout où je passe en France, dans tous les collectifs, il y a des ateliers pour apprendre les plantes médicinales, pour faire de la botanique, pour faire des balades, etc., pour apprendre la lactofermentation ou des techniques de conservation alternatives. Donc pour moi, ce savoir, il est en train, au contraire, de se transmettre encore plus qu'avant. Il a été perdu pendant 2-3 générations, qu'on considérait que le progrès allait tout remplacer et que grâce à Carouf, en fait, ils n'auraient plus jamais besoin de savoir rien faire. Mais je pense que c'est l'inverse aujourd'hui qui est en train de se produire, que les gens récupèrent le savoir et qu'en plus les façons de les mutualiser aujourd'hui sont absolument incroyables. C'est effectivement apprendre les plantes médicinales aujourd'hui grâce à YouTube. Ça devient beaucoup plus facile peut-être qu'avant où il fallait trouver un maître qui pouvait vraiment nous dire ce que c'était. Et le deuxième point, je sais plus ce que c'est. C'est que effectivement, si on considère que la récupération des anciens savoirs, c'est à nouveau un système de prédation et on va puiser dans les ressources jusqu'à ce qu'on les ait épuisées, c'est qu'on a putain de rien compris, quoi. C'est qu'on n'a pris aucune leçon du système industriel prédateur néolibéral qui est en cours et qu'on va refaire la même chose sur les plantes à côté de chez nous et sur l'ail des ours, etc. Donc évidemment, il y a une sorte de discipline, d'ascèse à avoir. Acquérir un savoir, c'est acquérir une responsabilité. Si on ne prend pas la responsabilité en même temps, bah oui, on peut à nouveau tout détruire parce que il y a des orties, je les prends toutes. Et voilà, ok, bon bah ouais, t'as pris les orties, quoi. Tu fais bien le prédateur. Il y a le séchage aussi, le séchage des plantes qui permet de couvrir aussi une grande partie de nos besoins et de stocker, de conserver naturellement, sans énergie. Le séchage au soleil, c'est aussi une bonne solution. C'est vrai qu'on me demande toujours, mais on ne pourrait pas nourrir avec des plantes sauvages toute la population. C'est complètement faux. On ne peut pas aujourd'hui nourrir toute la population avec des plantes sauvages. Pourquoi? Parce qu'on a détruit tous les écosystèmes. Mais si les écosystèmes étaient propres, étaient vivants, riches en biodiversité, on pourrait tous aller récolter des plantes sans risque de tout faire disparaître. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur la reconquête des écosystèmes qui nous redonnera de la biodiversité, qui nous permettra à tous de retrouver un minimum d'autonomie. Parfait. Et sur toutes ces histoires de conservation, de séchage de plantes, dans le film, vous avez donc un entretien avec Juliette de la cabane à plantes, sur lequel elle explique comment elle sèche ses plantes. Et dans le double DVD du film, vous avez la version longue de Juliette, dans laquelle elle nous présente ses méthodes, les ateliers qu'elle fait autour de tout ce qu'on vient de dire, lactofermentation, voilà.
Il nous reste 15 minutes. Alors, une autre question? Ouais. Oui, allez-y. Oui, ça marche, oui. C'est une question, ça pourrait se finir par une question, mais ce serait plutôt pour exprimer un peu le flou dans lequel je suis en écoutant, parce que moi aussi j'ai subi des oppressions d'achat, la croyance que j'allais mourir de faim si j'allais pas au supermarché, que je peux pas me débrouiller tout seul pour faire pousser mes légumes et que je dois être pris en charge par le système qui va me sauver la vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui subissent cette oppression en fait du système et qui ne sont pas libres par rapport à ce système, en tout cas qui n'ont pas conscience qu'ils peuvent être libres, comme par exemple les gitans. Voilà, enfin, je voulais exprimer cette peur en fait, hein, cette peur de me prendre en charge en fait. Et qu'est-ce qui peut, lever cette peur? Comment ouvrir les consciences, pour se sentir capable de se sentir puissant justement, se sentir prêt à se prendre en charge. Et évidemment, ça se fait pas tout seul. Il faut être en groupe, c'est mieux. Mais voilà, je voulais exprimer cette difficulté, voilà, de cette peur en fait. Ouais, merci beaucoup. C'est très réaliste ce que vous dites. Hein. Je sais quelle est la vertu et je pratique le vice. Je sais qu'il ne faut pas fumer. Je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais pourtant je fume. Et ça s'appelle l'akrasie chez les Grecs. Akrasia. Akrasia, c'est l'insuffisance de la volonté. J'ai beau savoir, j'y arrive pas quoi. Ah, bien sûr, il faudrait que je sois autonome, je fasse des lactofermentations, etc. Mais non, je fais pas quoi. Je fais acheter des trucs tout préparés, tout ça. Bon, déjà, il faut peut-être admettre cette faillite, cette fragilité qu'on a en nous, chevillée en nous. On n'est peut-être pas tous des super niaqueurs prêts à survivre avec, comment il s'appelle, Pierre. C'est déjà un pas vers, voilà quoi. Ne pas se sentir coupable, parce que quand vous essayez de faire quelque chose par culpabilité ou par peur, ça marche pas bien. Il n'y a pas d'énergie, c'est pas. Alors que dès que vous retrouvez la question du jeu, de la joie, de la rigolade, là d'un coup, c'est marrant et vous avez envie d'y aller. Et nous, on s'était dit ça avec Carole en essayant de faire zéro déchet à un moment. Moi, j'avais été un écolo verdâtre, crispé, essayant de donner des leçons aux autres. Et tous mes copains me disaient tu nous gonfles. Et donc, ça marchait pas quoi. À l'évidence, ça marchait pas. Et moi-même, ça me donnait envie de renoncer à ce que je faisais en disant mais c'est trop dur quoi. C'est trop dur. Et au bout d'un moment, on a dit faisons-le de manière légère quoi. Si on veut acheter un paquet de fraises Tagada pour les enfants, c'est dégueulasse, c'est de la gélatine de porc avec des colorants mais on le fera quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, peut-être il y a cette idée aussi de remettre la gravité à sa juste place et d'accepter l'erreur, et de retrouver la joie. Et en fait, en remettant cette idée de légèreté et de joie, au contraire, on a réussi à investir beaucoup plus cette question du zéro déchet et de le faire de manière beaucoup plus simple. Voilà, je ne sais pas si ça aide un peu. Et pour moi, une des questions sur l'akrasie, c'est effectivement, vous l'avez dit, le travail collectif. Les autres sont là pour m'aider quand j'y arrive pas, quoi. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste 10 petites minutes. Alors, une autre question, monsieur? Oui, bon. Juste. Je parle juste. Ok. Bonjour. Bonjour Louis, bonjour Bernard. Et j'ai pas retenu le prénom, désolé. Stéphane. Stéphane, enchanté. Donc voilà, je commencerai par une remarque et finir par une question. Je rejoins totalement la remarque de la personne là-haut avec la casquette, dont je ne connais pas le prénom non plus, sur la moyenne d'âge qu'il y a ici. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'observe tout le temps. J'ai participé à une réunion Solaris accidentellement où effectivement il y avait une moyenne d'âge relativement avancée et avec pour rejoindre l'entretien sur lequel je vais revenir, qui a été fait par Louis, sur l'horizontalité, et où il y avait des approches relativement horizontales des sujets, effondrement, etc., et qui se résument pour moi en une seule question,
c'est comment protéger mes fesses. L'absence de perspective, l'absence de discours autour des générations futures, autour des enfants, ce qui m'émeut encore, désolé, me gêne beaucoup. Et d'autant plus qu'ils sont attaqués, c'est des cibles très nettes, et que le sujet ne soit pas traité systématiquement est quelque chose qui est pour moi gênant. Donc par solidarité avec cette personne-là, et parce que je tiens quelque part à enfoncer le clou sur ce sujet, voilà, je me permets d'en faire une remarque. J'en reviens à ma question. Ma question est parce que j'ai mon fils ici, je suis désolé, j'ai voulu vous amener de la jeunesse, sauf qu'il approche les 40 ans. Voilà, donc il dégrade lui aussi la moyenne d'âge ici. Mais tout en étant persuadé que tous les gens ici sont comme moi et ont un intérêt particulier pour les enfants. Mais je pense qu'il faut quand même aussi les remettre au cœur du débat parce que ces domaines n'existent pas sans eux. Et moi, je n'ai pas de motivation s'il n'y a pas ce sujet-là. Donc ma question, j'y arrive, j'ai écouté avec passion parce que j'ai rejoint totalement les remarques qui avaient été faites par Louis et par Frédéric. Alors, j'ai peur d'écorcher son nom. Ça se termine par Nana. C'est Gougnagna ou je ne me rappelle plus. Louis. Il y a un entretien qui a été fait entre toi et Frédéric Gounana. Bascouniana. Voilà, j'ai eu peur d'écorcher son nom. Et un des thèmes qui m'a intéressé le plus dans les discours, c'est la notion d'horizontalité, de verticalité. Et dans le pays où j'habite, autrement dit en Montagne Noire, c'est un milieu très rural que sur lequel moi je suis allé après avoir suivi un petit parcours similaire avec Louis, sauf que moi je me suis suspendu tout seul, le 1er avril 2013. Et donc j'ai quitté la ville, j'ai quitté le milieu industriel, j'étais à des postes de direction, etc. Et j'ai laissé tomber tout ça pour choisir une autre vie. Et dans ce milieu rural, il y a beaucoup d'initiatives avec une espèce d'épicerie autonome qui se développe, avec beaucoup de maraîchage, avec des gens qui essayent de travailler en lien, mais avec une approche des sujets très horizontale. Autrement dit, le système reste fragile pour moi parce qu'on n'y met pas assez de réflexion, parce qu'on ne l'aborde pas de manière globale, avec les interactions avec l'administration, avec la population, etc. Et donc tous les sujets, toutes les initiatives restent très 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 fragiles. J'aurais voulu simplement insister sur cette notion de verticalité, donc cette notion de globalité, de réflexion, de savoir qu'il faut quelque part mettre en œuvre sur les projets et comment le développer, ce savoir-là, et comment convaincre les gens que quelque part il faut apporter de la verticalité à tous les projets pour qu'ils puissent se réaliser, mais aussi être sûrs. Autrement dit, garantir vis-à-vis des générations futures leur durabilité, leur pérennité. Voilà, et cette notion-là, c'est Bernard et Louis, si vous pouviez y revenir, ça m'intéresserait beaucoup. Parce que j'ai énormément de mal à développer ça autour de moi. Merci beaucoup. Vous pouvez nous en toucher 2 mots? Je peux dire un mot, ouais, c'est un gros sujet. Hein, et en même temps, en vous écoutant, moi, j'ai pas envie de garantir quoi que ce soit. L'aventure que les enfants auront à vivre quand eux seront adultes sera leur vie, c'est leur aventure. Et par contre, nous, est-ce qu'on vit notre aventure héroïque? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut avant de vouloir changer les enfants, avant de vouloir changer les endormis, avant de vouloir changer les autres? Est-ce que nous, on fait ce qu'on veut faire? C'est à cet endroit-là que ça se passe. Parce que si nous, on est exemplaires, on a des enfants qui sont influencés par cette exemplarité. Et ça, c'est reprendre notre responsabilité. C'est effectivement, nos enfants nous regardent. Et ils passent leur temps à nous regarder. Ils ont peur. Je dois avoir peur alors. Ils sont lâches. Je dois être un lâche alors. C'est comme ça que je peux passer entre les gouttes. C'est ça, en fait, pour moi, la grande question. C'est celle de l'exemplarité. Et est-ce qu'on accepte le fil rouge héroïque qui nous est tendu par les circonstances? En gros, tout ce qui est en train de se passer est là pour nous remettre sur notre fil rouge héroïque, quel que soit notre âge. Hein. Moi, j'ai vu des gens de 80 ans faire des choses incroyables dans cette crise. Hein. En se disant, qu'ils n'ont pas dit « Ah, je suis trop vieux, c'est fini, je m'en fous maintenant, etc. »
J'ai vu des gens très jeunes qui n'ont pas dit je suis trop jeune, c'est pas ma place, etc. Chacun juste, est-ce qu'il a répondu à l'appel qui lui était donné, quoi. Et sur cette question de la fragilité, je vais prendre un exemple. Parce que je ne sais pas où est la force et la fragilité. Moi, je suis un peu bouleversé par certaines choses. Et notamment, j'étais bouleversé par une personne qui est présente dans cette salle. Donc, je vais dire son nom, mais qui est Christian Perron. Parce que les premières fois que j'ai vu Christian parler, et je me suis dit, mais il va se casser en 1000 morceaux, là. Il vibre d'émotion, là. Comme ça. Purée, moi-même, je me mets à vibrer. J'ai presque envie de chialer en l'écoutant, quoi. Et je le voyais au cœur de cette émotion-là avoir une force, une puissance, quoi, une capacité justement à mettre en résonance les gens autour de lui, où je me suis dit, mais c'est lui qui a raison, quoi, en fait. Il est à l'écoute de ce qu'il vit pour de vrai. Il n'est pas en train de se dire, ouais, je suis blindé de partout, je ressens rien, etc. Et je vais passer en force. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Et moi, ça m'a donné une leçon sur ce qu'était la force, le courage. Et ce qui paraissait être une fragilité, en fait, pouvait être, au fond, une vraie humanité, capable d'aller redonner de l'humanité aux gens autour, alors qu'ils sont en train d'essayer de se transformer en robots. Voilà. Quelle conclusion. Merci Louis. Bernard, est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour clôturer cette table ronde? Non, auparavant, je voudrais parler, s'il vous plaît. Alors vraiment très rapidement, parce qu'on a terminé là, s'il vous plaît. Tout le monde pourra pas poser les questions. Vraiment rapidement, oui. Allez-y. Et d'autant plus. très bref. Attendez, madame, une seconde. D'autant plus rapidement qu'on a une dernière question que j'aimerais bien prendre derrière, parce qu'elle est intéressante et on est en lien avec oui, mais on peut pas dépasser le. Oui, mais ce sera très rapide. C'est un petit sondage qui est vraiment intéressant. Donc voilà, brièvement, madame. Très brièvement. Très brièvement. Donc, monsieur a parlé d'AMAP. Je suis intéressée parce que les personnes, alors même qu'elles évoquaient une situation, n'indiquaient pas où elles se trouvaient. Je pense que ce serait intéressant de dire où elles se trouvaient pour éventuellement se mettre en lien. Donc ça, c'est concernant le monsieur qui parlait d'AMAP. J'aurais aimé connaître l'endroit où il se situe, puisqu'il disait qu'il voulait créer une AMAP ou qu'une AMAP existait et qu'il manquait des membres. Je ne comprends pas votre question. Si, il y a un monsieur qui est intervenu tout à l'heure. Ah, une AMAP locale ici, Oui. autour de Valréas? Je ne sais pas, justement, il n'a pas précisé où il se trouvait. C'était qui la personne qui a... Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, vous verrez après. Hein, pour être en lien. Très bien, je vous remercie. Vous êtes ensemble toute la journée. Hein. Bien. Oui, alors, bonjour, donc monsieur, je voulais, pour copier Stéphane et pour prendre la suite, faire un petit sondage à main levée pour savoir sur le sujet qui a des fonds disponibles pour acheter du foncier, justement, pour remettre de la vie de la vie sur les terrains. Et de façon associée, puisqu'il faut également que les personnes, que les futurs paysans se logent, de financer également leur logement. Voilà. Donc, si vous voulez bien participer en levant la main. Il n'y a pas beaucoup de mains levées là. Ah, il y a un monsieur devant. Bon, il y a plusieurs personnes quand même. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Donc, Bernard, est-ce que tu peux clôturer cette table ronde, s'il te plaît? Oui, et puis pour rebondir aussi sur les propos précédents, c'est vrai que moi, j'arrive à un certain âge, c'est évident. Voilà, mais j'ai 2 enfants, 5 petits-enfants, et si je continue de me battre, si je continue de faire ce que je fais, c'est d'abord pour eux. Et jamais, jamais, je ne les oublie. Merci. Merci à vous. Merveilleux. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on vous propose maintenant un petit intermède musical avec nos artistes de 10 minutes. Et ensuite, on se retrouvera avec Barnabé Chaillot pour une table ronde sur le low-tech. Merci beaucoup. Merci beaucoup.